à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla Fab. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu particulier, on va comparer une Tesla Model 3 2021, donc celle que je possède donc depuis 4 ans, avec une Renault R5 e-Tech. Ça peut paraître un peu particulier comme test puisque c'est des voitures pas du tout de la même catégorie, la R5 en catégorie B électrique et la Tesla qu'on pourrait considérer en catégorie D électrique bien sûr, mais ma Standard Range Plus a une autonomie officielle de 448 km en 2021. Maintenant, ça a fait beaucoup de progrès, on le sait. Mais la R5 est à 412 sur les versions techno grande autonomie, celle que je vais essayer aujourd'hui. Donc, ça vaudra le coup de faire un test de comparaison d'autonomie sur une boucle d'environ 1h20, donc mêlant principalement des routes de campagne et de montagne, et également les aspects pratiques. Allez, on est parti. Alors quelques petits détails sympas pour ceux qui n'ont jamais vu. L'éclairage d'ambiance, on le trouve ici, comme ça il se reflète dans la portière. On l'a aussi avec la bande devant et bien sûr de l'autre côté aussi. Donc ça c'est une version techno, donc elle a que 3 éclairages d'ambiance comme ils disent. Mais sur la version iconique, vous avez aussi le Renault 5 ici qui est éclairé. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a 4 zones. Donc c'est une version donc, qui a en option siège chauffant, volant chauffant. Donc ça on va les mettre en route, comme ça on va tester un peu ce que ça donne. Le volant chauffant, voilà, et puis on est parti, on va avoir un petit test d'autonomie. Donc on part avec 77%, on va faire une boucle de environ peut-être 80 km, quelque chose comme ça, et on la refera avec la Tesla juste après pour voir la différence de conso. Allez, c'est parti. En termes de conduite, premières impressions initiales, on est sur quelque chose d'assez doux, très souple, au niveau de la direction assez précis. On retrouve le commodo de changement de vitesse comme chez Tesla, donc alors on peut changer entre un mode up, soit le drive normal, donc il y a très peu de régénération, ou sinon le mode brake, donc je vais activer comme ça, tac. Voilà, il y a le B qui est apparu, donc là on a une régénération qui est de l'ordre de celle de la Tesla, je dirais peut-être un petit peu moins. Par contre on peut pas aller jusqu'à l'arrêt complet, ce qui est vraiment le souci, mais apparemment ça doit arriver en courant de deuxième trimestre si j'ai bien compris. Donc là on est sur une double voie réglée à 110, donc avec le maintien de ligne qui fonctionne vraiment pas mal. Pour l'instant c'est très correct. Au niveau des bruits d'air, c'est assez réduit à 110, c'est vraiment bien. Je suis étonné pour une voiture de cette taille d'avoir un confort acoustique qui est vraiment très bon. Encore une fois, on fait une comparaison avec la Tesla, j'ai l'impression même que c'est un peu moins bruyant. Plus de bruit au niveau des rétros, ça c'est sûr. Mais après sur le reste, surtout sur l'arrière, beaucoup plus silencieux. Donc c'est vraiment très correct. Là je dis le maintien de ligne donc fonctionne vraiment bien. Alors un détail assez amusant que j'avais jamais remarqué sur d'autres voitures, les zones de volant chauffant sont uniquement sur les côtés. Donc là c'est chaud, ici aussi. Par contre en bas c'est froid et là c'est froid. Donc c'est vraiment une zone simplement, bon c'est la zone de contact, donc c'est vraiment la partie la plus correcte, mais c'est surprenant. Voilà, donc en conduite, alors déjà on peut remarquer le joli ciel de toit au-dessus, qui est vraiment sympa. Et par contre, ouais, je suis assez surpris de la régénération, je m'attendais à ce qu'elle soit moins forte. C'est correct, on va dire. C'est vraiment bien, un peu moins comme je disais que chez Tesla, mais avec les choses qui vont arriver avec les palettes d'ici peu, ça devrait être assez sympa. Donc pour l'instant je suis surpris, le confort est très bon, pas trop ferme, et surtout c'est vraiment silencieux, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Position de conduite très bonne, les sièges sont moelleux et en même temps tiennent bien. Non vraiment, puis au niveau connectivité et écran, c'est pas du tout cheap, hein. Après on est sur une version quand même haut de gamme avec toutes les options, donc qui coûte avant remise environ 35 000 € quand même, donc et sans bonus, donc ça fait 33 et des bananes avec le bonus, mais c'est vraiment pas une voiture cheap, hein. C'est surtout le confort acoustique qui me surprend bien. Pas de double vitrage, mais c'est vraiment bien fait. Alors pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas si Spotify était disponible avec le Android Auto, Google Auto de chez Renault, la réponse c'est oui. Voilà, j'ai pu l'installer assez facilement et c'est plutôt bien. Du coup, on peut parcourir. Bon, ça ressemble vraiment à une version Android, quoi.
Donc c'est plutôt pas mal. On va attaquer un peu de route de montagne, voir comment elle se comporte. Je prends une bonne direction. C'est un potentiel latéral qui est pas mauvais, hein, quand même. On va voir un petit peu plus après, mais pour l'instant, c'est assez engageant pour une petite traction. C'est vraiment sympa. Là, la voiture a 6000 km, donc les pneus ont pu commencer à prendre un peu de grip quand même. Ah, bien sûr, on n'a pas la puissance d'une Tesla, mais ça reste quand même très très agréable. Voilà, donc là on a passé le col de Cou, donc on 116 mètres depuis Thonon en bas. La montée est assez défoncée et avec pas mal de virages. Que dire sur le châssis de cette R5, c'est vraiment hyper bien fait. Plus on va vite, plus elle prend, elle absorbe très bien. Alors bien sûr on manque un tout petit peu on va dire de précision dans la direction sur les appuis, puisqu'on a quand même des pneus éco. On va dire que c'est vraiment hyper agréable quand même. Le compromis confort-comportement est typique de Renault, j'ai envie de dire. Hyper bien fait, et bon, la puissance 150 chevaux, on aimerait avoir un peu plus. C'est en montée forcément, mais ça marche quand même très bien, et dans les virages, mais vraiment on retrouve du Renault des grandes années, et ça fait très plaisir. Donc au niveau filtration, c'est très bon. Trépidation assez peu, l'anti-patinage, bon, ça reste une traction puissante, donc il faut quand même faire attention, on met pas le pied dedans tout le temps, dans les virages en tout cas. Et c'est très performant en châssis, vraiment bluffé par la synthèse. Vraiment chapeau les ingénieurs Renault. Sur ce type de route, c'est vraiment excellent. Donc, alors quelque chose d'excellent aussi, vu que là je suis en mode B, et l'attaque à la pédale de frein est hyper précise et ligneuse, ce qui est assez intéressant, puisque du coup on a déjà toute la régie de maxi on va dire de la pédale combinée. Donc en fait dès qu'on attaque, on attaque sur les plaquettes et sur les freins, et la pédale est ferme et facile à doser. Enfin, je trouve ça vraiment très agréable aussi à essayer pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors oui, c'est des freins qui tapent, hein, mais beaucoup plus je dirais sportif même presque que sur la Tesla. Donc vraiment une bonne surprise sur le côté dynamique. Alors une des choses qui est bien faite aussi, c'est le passage des dodanes. Souvent les citadines ont tendance à rebondir pas mal sur la descente de dodane ou autre. Et là en fait on est, vu que l'empattement est long, les butées sont assez bien conçues, l'amortissement est assez ferme quand même. Donc on a quand même une douceur, une souplesse qui est assez intéressante. C'est pas cassant du tout. Et vraiment belle maîtrise pour un véhicule du segment B. C'est vraiment très très correct. Voilà, donc plan extérieur. Là je montrais le port de charge. C'est le DC pour la charge rapide. Il y a une petite lumière aussi, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr on a l'indicateur de charge ici sur le capot, donc on voit qu'on est à peu près à 50 et 60%. Voilà, donc jolie couleur bleue comme ça rend bien, on a un petit peu de soleil. Très sympa. Avec le jonc couleur un peu bronze là qui se situe ici. Plutôt bien. Les vitres surteintées à l'arrière. Donc après en aspect pratique, en termes de place arrière, c'est assez petit parce qu'on est sur un petit véhicule, mais on a quand même les banquettes qui se rabattent. Donc on a le petit tirette ici. Et qui donne sur le coffre, donc pas avec un plancher plat malheureusement. Je sais pas s'il y a quelque chose pour tenir là. Non, on peut mettre ici directement. Non, je sais pas. Voilà. Donc après le coffre, plutôt pas mal. Bon là ils ont mis on va dire le câble de recharge ici. Donc alors en dessous on a donc une petite compartiment, donc normalement pour mettre les câbles, mais je pense que c'est plutôt un peu moi je mettrais bien des chaussures dedans en fait. Donc après on a quand même un petit rangement avec le kit anti-crevaison, le compresseur et la note de remorquage. Voilà, donc une petite lumière ici. Ensuite, puisqu'on a une finition avec les aides à la conduite, on a aussi, ça c'est les lumières arrière qui se trouvent ici, qui ne sont disponibles que sur la finition iconique ou si vous prenez le pack d'aide à la conduite. Ça je trouve ça un peu cheap, c'est dommage de ne pas avoir
les lumières arrière sans ces kits qui valent 1000 euros. Voilà, donc il y a quand même des aumônières derrière. Panneau de porte simple, on va dire. Après, ça reste une petite voiture. Voilà, et donc la vue depuis ici. Donc alors la sellerie est vraiment hyper sympa avec le côté jean. Là, ça rend bien les couleurs du coup sur l'iPhone. Très très sympa. Presque je pense que c'est ma sellerie préférée parce que l'autre est jaune. Je pense qu'elle va mal vieillir. Et bien sûr, c'est celle de toit qui rappelle l'ancienne R5. Alors sous le capot, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va voir. Je ne sais pas où est la tirette. Ah, elle est ici. Voilà. Donc malheureusement pas de frunk. Il y aurait la place d'en mettre un. Je sais pas si tu vois la hauteur entre l'onduleur et le haut. Bon, bien sûr, c'est pour le choc piéton. On a cette obligation d'avoir une distance entre le capot et les parties rigides pour absorber les chocs. Donc dommage. Donc cela dit, donc on a le liquide de refroidissement qui se trouve ici, deuxième d'ailleurs, intéressant, 2 vases d'expansion, peut-être que 2 circuits séparés entre le moteur et la batterie. Bien sûr, donc cette voiture elle a aussi le préconditionnement pour la charge rapide, donc elle est capable de charger en DC à 100 kW, à peu près qu'un 10-80%, 30 minutes suivant les essais que j'ai vus. Pour la partie marche arrière, donc caméra de recul, qui est d'une définition assez moyenne, pour être très honnête. Ça c'est pas mal, on a les lignes comme sur la Tesla qui permettent de voir où est-ce qu'on va, plutôt bien fait. Voilà, donc un peu de rampage aussi quand même quand on repart, donc ça c'est typique. Voilà, donc après bon, juste pour revenir sur les paramètres de réglage pour la consommation quand on va y être sur la fin, j'ai rien mis en mode éco, j'ai tout mis en mode sport, la climatisation en mode normal sur 21 degrés. Voilà, en utilisation comme je fais avec toutes mes voitures. Si on veut consommer moins, c'est sur le pied droit qu'on fait attention. Les modes éco, je trouve que c'est juste pour ceux qui ne savent pas maîtriser leur pied droit. Voilà. Allez, petite accélération. Hop. Voilà, donc on vient de finir le tour. On a fait une distance de 69 km avec une consommation moyenne de 15 kWh au 100 km, donc 150 Wh par kilomètre. On va voir ce que donne la Tesla, donc directement, même journée, même conditions. Il fait gris, mais pas très chaud, comme on a vu, et il fait relativement sec. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, très très satisfait de la R5. Donc on arrive avec 52%, on est parti à 77. Donc vous voyez, ça fait 25% d'utilisé pour 68 km. Donc ça nous ferait une autonomie d'à peu près 270 km dans ces conditions. Voilà. Alors première chose qu'on remarque en remontant dans la Tesla, c'est la luminosité et la visibilité. Donc évidemment sur la Tesla on a un toit vitré d'avant-arrière, surtout les vitres arrière ne sont pas surteintées. Donc au final un habitacle beaucoup plus lumineux, puis même les encadrements là sont gris et pas noirs comme sur la R5. Donc dans la R5 on a quand même l'impression d'être vraiment dans un cocon. Alors que la Tesla, c'est tout l'inverse, c'est vraiment voulu, c'est extrêmement ouvert. Voilà, donc dans les différences, bien sûr, on a un double chargeur à induction sur la Tesla. Il y en avait un seul sur la R5, bien sûr, qui est moins large, puisque la console centrale fait plus ou moins, voilà, 2/3, voire la moitié de la largeur. Il y a quand même 2 portes gobelets, bien sûr, la coudoir centrale est moins grand. Mais sinon, voilà, après, bien sûr, au niveau des aspects pratiques, on y reviendra, mais la Tesla a quand même très grand bac de portière devant derrière, comme je disais une extrêmement bonne visibilité, ça c'est vraiment bien. Et puis on va voir en termes de consommation comment ça se passe. Donc le tour versus la R5, paf, je réinitialise et on est parti. On va voir ce que donne donc la modèle 3, 115 000 km, j'ai une dégradation d'à peu près 7%, donc ça va permettre de voir un peu ce qu'il en est. En termes de ressenti, bien sûr la Tesla c'est bien sûr beaucoup plus performant, bien évidemment. C'est aussi, curieusement, c'est plus bruyant aussi. Alors, bien sûr, je suis en pneu d'hiver, habitant en Haute-Savoie, donc il y a quand même des bruits de roulement qui sont bien plus élevés, mais je pense que c'est aussi dû aux pneus d'hiver. Cela dit, sur la Tesla, en pneus d'été, c'est des pilotes Sport 4 Michelin qui sont des pneus qui accrochent beaucoup et qui sont aussi assez bruyants. Donc voilà, en termes de bruit d'air, ils ne sont pas tout à fait au même endroit, ils sont plutôt dirigés vers les avants des montants sur la Tesla. Mais dans l'ensemble, bien sûr, c'est une voiture extrêmement confortable, avec de très bons sièges. C'est vrai qu'en termes de bruit de roulement, là, on a quand même
plus de bruit que sur la R5, ce qui est quand même assez étonnant, la différence de classe de voiture. Mais encore une fois, les Tesla sont pas connus pour être les voitures les plus silencieuses du marché, en tout cas cette génération-là. Les toutes dernières, les Highland, hein, comme on appelle ça, sont bien plus silencieuses que celle-ci. En termes d'ADAS, évidemment, la Tesla, l'autopilote, c'est quand même très bon. En termes de maintien de ligne, je vois pas de différence phénoménale par rapport à ce que la R5 me faisait tout à l'heure. Sur le long terme, il faudra voir. L'autopilote est quand même vraiment bien fait, malgré quelques freinages fantômes, ça on en est tous conscients. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un système qui a fait ses preuves et qui fonctionne bien sur le maintien de ligne. On vient de passer le col comme avec la R5. Bien sûr, donc, comme je disais avant, la Tesla c'est une voiture très performante, plus que la R5. Cela dit, en termes de châssis et surtout comparé le plaisir de conduite, il y a quand même plus de perte d'adhérence avec la Tesla, ce qui est normal puisqu'elle a plus de puissance. Mais une direction plus directe, bien plus directe sur la Tesla, hein, comme on sait, il y a 2 tours de volant-volant, enfin de butée à butée, pardon. Et puis un train avant bien incisif, forcément avec des pneus à profil plus bas, plus large, de 235 à l'avant. Hein. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est aussi une double triangulation à l'avant contre un McPherson. Donc c'est forcément différent. Mais cela dit, le plaisir au volant, il est pas mal dans la R5. Bien sûr, dans la Tesla, on prend beaucoup de plaisir. Mais je dirais pas que c'est indigne. Quand on est dans la R5, pas du tout. On est même très heureux. Prend du plaisir et quelques mouvements de caisse, c'est très bien amorti au niveau des butées, comme je disais. La Tesla, elle bénéficie de son empattement très long, de très très bonnes suspensions aussi pour tout absorber. Enfin, c'est un très, très bon châssis aussi. Donc, dans l'ensemble, la génération sur la Tesla, en fait, elle est assez correcte, elle n'est pas si forte que ça. Bien sûr, on a le mode une pédale. Rien à voir avec la R5 pour ça. Les freins de la Tesla sont quand même très performants. Un poil moins mordant, ce qui m'a surpris vraiment sur la R5, ce mordant des freins qui était vraiment très agréable. Donc dans l'ensemble, je dirais que oui, bien sûr, on va plus vite en Tesla. Mais voilà, l'objectif de l'essai, c'était de ressentir des différences, surtout sur le plaisir de conduire. Et bien voilà, la R5, j'aurais envie de dire, donnez-nous 180 chevaux avec le châssis standard, plutôt que la version alpine que je trouve vraiment quittée comme une voiture de tuning, alors que la R5 est vraiment mignonne. Voilà, donc on va continuer, on va regarder la partie aspect pratique et ensuite on fera un point sur la consommation. Quelques plans extérieurs de la Tesla au niveau aspect pratique. Donc évidemment, on a une berline 4 portes. Des places arrière bien sûr qui sont spacieuses, rien à voir avec donc la R5, c'est une familiale ici. Des bacs de porte, des aérateurs, des prises USB, un accoudeur central. Voilà, une vraie familiale. En termes de garde-toit, c'est plutôt pas mal, bien sûr on a des lumières partout. C'est chauffant à l'arrière également. Donc voilà, on est vraiment sur une familiale, rien à voir. Compte en termes de coffre, donc un rayon motorisé, avec un coffre bien sûr hyper spacieux, surtout la grosse, excusez-moi pour le sac, gros avantage, cet énorme rangement en dessous, donc on retrouve en version 1 tiers sur la R5. Bien sûr, à l'avant, pas de moteur, mais un frunk comme on dit. Coffre avant, voilà, donc qui permet de stocker de la glace, les câbles de recharge en AC pour borne, surprise. Voilà, il y a encore de la place. Et donc seulement le remplissage du lave-glace sur la Tesla de disponible. Donc bien sûr, rien à voir, hein. Pas de moteur devant sur celle-là, mais même s'il y était, ça ne changerait rien. Voilà, donc bien sûr, c'est une voiture qui fait 1 mètre de plus que la R5. Donc, pas s'attendre à qu'elle soit exactement pareille de ce point de vue-là. Alors, arrivé au point de départ, au point d'arrivée, les résultats sont assez proches, alors on va regarder ça directement. Voilà les résultats. Eh bien, donc on a consommé 146 Wh par kilomètre, donc c'est très proche de la R5 au final, avec laquelle on a consommé 150 Wh par kilomètre.
Il me dit que fait 70 km, la R5 c'est 69,3, donc c'est vraiment très très similaire. Il y a 48% de batterie, parti avec 73, donc on a utilisé 25% de batterie également. Voilà, donc bien rentré. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que j'ai été vraiment surpris en bien par la R5. Consommation relativement faible, même si dans l'absolu, on aimerait mieux. Mais à condition égale, j'ai été surpris que la Tesla ne consomme pas beaucoup moins. Alors bien sûr, la différence peut venir des pneus hiver, ça on le sait. Également de la déclivité, puisqu'on a passé un col à quasiment 1200 mètres, quand même, en attaquant un peu. Mais sur les deux voitures. Donc au final, sur des routes comme ça, on roule pas très vite. La différence est quasiment négligeable. Alors évidemment, on sait que sur autoroute, la différence est bien plus grande. La R5 un peu moins aérodynamique, forcément, puisqu'elle est plus courte. Donc apparemment à 130, on peut tabler sur une consommation de l'ordre de 20-21 kWh par 100 km, alors que sur la Tesla, on est plutôt de l'ordre de 18. Donc là, ça fait vraiment une différence assez importante. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûr que c'est un comparatif un peu particulier, mais cela dit, je pense que certains se posent la question du remplacement de leur modèle 3 par peut-être autre chose de plus petit, toujours pouvoir être capable de faire des grands trajets, ou on va dire moyens trajets. Moi, c'est mon cas, hein, je fais souvent des trajets de 400-450 km. Donc la question, c'est est-ce qu'on en est capable de la même façon? Il semblerait que la charge rapide soit relativement correcte, hein, 10-80% en 30 minutes. Sur la Tesla, c'est 28, donc ça change pas énormément. Donc à voir. Le haillon amène un côté pratique qui n'a pas la modèle 3. Bien sûr, elle est plus courte, il y a moins de capacité dans port, hein, mais si on n'est pas une famille de 4, ça peut se poser comme question. Et pour finir, je dirais que je pense que celle qui va le plus souffrir de la R5 en termes de compétition, ça devrait être la Mégane, parce qu'elle est un peu plus grande certes, mais en termes de consommation, elle consomme plus, elle est plus chère. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt sur la chaîne.